La relation d'Hitler avec les femmes a toujours été sombre. On disait qu'il était un pervers, et même qu'il était impuissant. La vérité est que, bien qu'il existe différentes versions, certaines plus sinistres, d'autres tout simplement macabres, la vie du Führer a été marquée par plusieurs femmes remarquables. Ceux qui l'ont connu durant ces années affirment que Gélie, sa nièce mineure, était la seule femme qu'il ait jamais aimée. D'un autre côté, il existe des documents indiquant que sa relation avec Eva Braun, la seule qu'il ait jamais épousée, était froide et dépassionnée, une tentative désespérée pour éviter de mourir seule. Renate Müller, actrice et amante occasionnelle du leader, est décédée mystérieusement après être tombée d'une fenêtre d'un hôpital berlinois dans des circonstances encore débattues. Unité Mitford, une jeune aristocrate anglaise obsédée par Hitler, a tenté de s'éloigner de lui lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne pourrait jamais être pleinement réciproque, ce qui lui a laissé de graves lésions cérébrales jusqu'à sa mort des années plus tard. Qu'est-il réellement arrivé aux femmes qui étaient avec le Führer? Tout est dans la famille, la sombre histoire d'amour entre Hitler et sa nièce. Gélie Raubal était la nièce d'Hitler et avait 19 ans de moins que le dirigeant nazi. Ils ont vécu ensemble pendant longtemps et de nombreux éléments indiquent que le Führer était amoureux de la jeune fille et l'a forcée à avoir des relations sexuelles avec lui. En 1931, Gélie fut retrouvée morte dans l'appartement qu'elle partageait avec Hitler. Et à ce jour, on pense qu'il l'a peut-être assassinée. La relation entre Hitler et sa nièce, Angela Maria Raubal, surnommée Gélie, a toujours été entourée de doutes, de mystères et de soupçons d'inceste. Une relation sans parité, avec une énorme différence dans laquelle l'obsession était une composante permanente et avec une composante sexuelle dont la véritable portée ne pouvait jamais être déterminée. Gélie Raubal était la fille de Angela Hitler, sœur d'Adolf du côté de son père. La femme travaillait comme femme de ménage à Vienne et devint veuve très jeune, avec plusieurs enfants à charge. Le plus jeune, Gélie, avait 2 ans. Lorsque la carrière politique de son frère commença à s'élever, il l'emmena à Munich et l'embaucha comme femme de ménage, un emploi qu'elle conserva au Berghof d'Hitler, sa maison dans les Alpes en tant que Führer. Hitler avait toujours montré une préférence pour Gélie. Quand elle a eu 16 ans, il l'a emmenée vivre avec lui. Comme il l'a dit publiquement, il se souciait de sa nièce et voulait lui donner une bonne éducation. Elle a commencé des études de médecine, mais a rapidement abandonné ses études pour se consacrer au chant et au théâtre. Hitler, son oncle, a engagé pour lui les meilleurs professeurs de toute l'Allemagne. Hitler l'emmenait à des événements publics, ils allaient au théâtre et on les voyait manger ensemble tous les soirs dans les meilleurs restaurants de la ville. Ceux qui les ont vus bouger ensemble affirment qu'ils semblaient heureux en sa compagnie, que l'assurance de la jeune femme l'amusait et l'embarrassait en même temps. Elle avait une personnalité extravertie, des cheveux longs, un large sourire et des yeux vifs. Elle s'habillait d'un style plus vieux que son âge et à 16 ans, elle fut éblouie par cet homme puissant qui lui donnait attention, protection et gagne-pain. À l'âge de 20 ans, Gélie a eu une liaison avec Emil Maurice, le chauffeur de son oncle. Lorsqu'il l'a découvert, Hitler a expulsé l'homme et a restreint ses mouvements. Il a commencé à contrôler chacune de ses activités et lui a interdit de quitter la maison seule. Des années plus tard, on a retrouvé des lettres écrites par la jeune femme après la rupture forcée dans lesquelles elle disait à Emil qu'il fallait attendre, que dans 2 ans tout serait différent. Hitler lui avait promis que lorsqu'il serait grand, il pourrait faire de sa vie sa propre vie. Quelques années plus tard, le photographe personnel d'Hitler, Heinrich Hoffmann, a déclaré qu'Hitler lui avait dit qu'il était amoureux d'elle et que malgré ses promesses de rester célibataire, il aurait même pu épouser sa nièce et que son amour pour elle était si grand qu'il se sentait obligé de s'occuper de l'avenir de Gélie. Cela signifiait qu'il empêcherait toute relation qu'il considérait comme inappropriée ou intempestive. C'était son excuse pour éloigner d'elle les prétendants qui pourraient approcher la jeune fille. Au cours de ces années, Gélie a eu d'autres brèves histoires d'amour. Tout cela s'est passé dans le dos de son oncle, qui, sous prétexte de la protéger et de la tenir à l'écart de ceux qui pourraient lui faire du mal, était jaloux d'elle
et concentrait toute son obsession sur elle. Dans d'autres lettres, adressées à sa mère et à ses amis, Gély Raubal parle avec admiration de l'oncle Alf. Il parle de la façon dont il l'emmène dîner, de ses activités préférées et des personnes notables qu'il fréquente. Personne ne peut dire avec certitude si leur relation était de nature sexuelle, mais ce qui est indéniable pour la plupart des historiens et biographes qui ont étudié le sujet, c'est qu'Hitler, de 19 ans son aîné, a développé une obsession malsaine pour Gély, une obsession d'oppression et de contrôle. Il était à la fois oncle, amant qu'il soit physique ou platonique, pourvoyeur et ravisseur. Ex-petit ami de Gély a affirmé qu'elle n'était pas très intelligente ni raffinée. On ne sait pas s'il était motivé par la méchanceté, par le besoin de se distancer du nazisme ou par une analyse impartiale de sa relation passée. La vérité est que les femmes avec lesquelles Hitler était en relation étaient d'une classe sociale inférieure à la sienne. Elles ne montraient pas beaucoup d'intérêt. Elles étaient beaucoup plus jeunes et il les rendait dépendantes de lui, à la fois économiquement et socialement. En 1931, et dans des circonstances absolument suspectes, Gély fut retrouvé mort. La mort de la jeune fille a rapidement été qualifiée d'autodestruction et la police n'a pas mené d'enquête plus approfondie. Une plainte ultérieure a forcé la réouverture de l'affaire quelques mois plus tard, mais l'affaire a été reprise par un juge qui, une fois de plus, la close en quelques heures. Ce juge deviendra le premier ministre de la justice du Troisième Reich. Personne ne le pensait. Il était étrange qu'elle n'ait donné aucun indice sur la décision qu'elle était sur le point de prendre, ni qu'elle ait laissé une lettre à moitié écrite adressée à un homme mystérieux, lui parlant de l'avenir, et ni les caractéristiques de la relation, ni le comportement récurrent de son oncle à son égard n'étaient suspects. Hitler était en train de prendre le pouvoir, donc une question personnelle comme celle-ci était ignorée et presque personne ne voulait en discuter. Certains historiens apocryphes ont affirmé qu'il s'agissait d'une relation incestueuse et qu'Hitler l'avait soumise à des pratiques aberrantes et que Gély ne pouvait plus le supporter. Après la découverte du corps de Gély, Hitler souffrit d'une profonde dépression et plusieurs de ses proches craignirent qu'il ne se suicide. Cet état a duré quelques jours. Certains prétendent que cet épisode, la mort de Gély Raubal, a eu pour conséquence de perdre les derniers vestiges d'humanité qu'il possédait et de devenir cet être criminel qu'il a fini par être en tant que leader nazi. Bien que la vérité soit que toute l'histoire d'Hitler est marquée par l'inhumanité, le pouvoir et la cruauté, et la manière dont il a traité cette fille fait partie du catalogue des liens infâmes du Führer. Crime en flagrant délit, Mitzi Reiter, la maîtresse de 16 ans qu'Hitler avait promis d'épouser. Maria Reiter a rencontré Adolf Hitler en 1926, alors qu'il avait 37 ans et elle 16 ans, peu de temps après sa sortie de prison et l'écriture de Mein Kampf. La première rencontre entre les deux n'était pas du tout romantique. Maria Josepha Reiter-Zierhan était avec sa sœur aînée, Anna, dans le parc de la ville de Berchtesgaden, situé à quelques kilomètres de la frontière autrichienne. 2 semaines plus tôt, sa mère était décédée d'un cancer. Adolf Hitler était déjà à cette époque une figure centrale du Parti national-socialiste allemand. Il les avait vues toutes les deux dans l'entreprise qu'elle dirigeait au pied de l'hôtel où séjournait Hitler, la Deutsche Haus, et la plus jeune des sœurs, qui n'avait que 16 ans, l'obsédait. C'était toujours comme ça. Toutes ses relations étaient avec des femmes beaucoup plus jeunes que lui. Sa nièce Gély Raubal avait 19 ans de plus que lui, et Eva Braun, sa compagne la plus célèbre, avait 23 ans de moins. Mitzi, comme on appelait Maria Ritter, ne serait pas l'exception. Les parents de Mitzi étaient Karl et Mara. Karl était tailleur et sympathisait avec le Parti social-démocrate, dont les idées étaient totalement opposées au nazisme. Au prix de grands efforts, il avait fondé une petite entreprise liée à l'industrie textile. Sa femme, Mara, était femme au foyer. Ils eurent 4 enfants, 2 garçons, Karl et Richard, et 2 filles, Anna et Mitzi. Lorsque la mère de Mitzi est décédée, elle a été obligée de quitter l'école et de commencer à travailler dans l'entreprise de vêtements d'Obersalzberg, où elle a rencontré Hitler. Le Führer s'est approché des filles et a commencé à parler à Mitzi.
qui était avec son chien, un berger allemand nommé Marcus. Hitler a utilisé son propre chien Prinz, qui lui avait été offert en 1921 pour entamer une conversation. Les deux animaux ont commencé à jouer, mais ils ont ensuite commencé à se battre. Hitler a alors sauvagement battu son animal de compagnie avec une cravache, tout en lui criant dessus. Mitzi a été choquée par son comportement et lui a demandé comment il pouvait être aussi brutal envers son chien. Hitler répondit simplement « C'était nécessaire ». C'était sa lettre de présentation à la jeune fille. Mais après la première rencontre dans le parc, il semblait que la relation allait s'arrêter là. D'après ce que son neveu, également prénommé Richard, a raconté après la guerre, la première impression de Mitzi a été horrible. « Je ne supportais pas d'être avec cet homme, avec cette stupide moustache sous le nez. De plus, il a 20 ans de plus que moi, » dit la fille. Mais Hitler ne céda pas. À l'hôtel où il séjournait, il annonça une conférence pour les membres du parti nazi. Il est descendu au magasin et a invité les sœurs. Mitzi a accepté. Elle le vit parler comme un homme possédé, tandis que ses yeux étaient fixés sur elle. Et elle est tombée follement amoureuse de cet homme. Mais en même temps, la différence d'âge la paralysait. Un jour, chez sa sœur, Hitler s'est approché d'elle et lui a demandé un baiser. Elle a refusé, il s'est mis en colère et est parti en criant « Heil !» et claquant la porte. Mais il était sous le charme de la fille. Mitzi était l'idéal de beauté qui incarnait le nazisme, blonde et aux yeux bleus. Après la colère et les excuses, Hitler et Mitzi ont commencé à sortir ensemble. Il utilisait plusieurs surnoms pour l'appeler. En plus de Mitzi, il l'appelait Mimi ou Mimiline. Mais malgré leur proximité, ils ne pouvaient pas avoir de relation ouverte. Et leur rencontre n'était pas censée se dérouler en public. Tout devait se passer clandestinement. La première sortie fut extrêmement étrange. Hitler lui demanda s'il pouvait l'accompagner au cimetière où était enterrée la mère de Maria. Le premier baiser a finalement eu lieu alors qu'ils se promenaient tous les deux autour du lac de Starnberg. Hitler, selon son récit, est venu la chercher dans la Mercedes-Benz conduite par son chauffeur, Emil Morris. Pendant le voyage, il s'est approché d'elle, lui a pris la main et l'a posée sur ses genoux, puis l'autre l'a serrée et a dit « Maintenant, j'ai tes mains et je t'ai ». Puis, dit Mitzi, Hitler passa son bras autour de son cou et la tira vers lui pour le reste du trajet. Lorsqu'ils arrivèrent dans un endroit isolé, il l'emmena jusqu'à un arbre, l'embrassa et lui demanda de l'appeler Mein Wolf, mon loup. C'est là qu'il la baptisa également la nymphe des bois. Les promesses sont arrivées, bien sûr. Un jour, Maria a accompagné l'équipe de patinage de Berchtesgaden à Munich. Là, elle l'a rencontrée et Hitler lui a dit que dans le futur, il voulait qu'elle soit sa femme, qu'elle fonde une famille, qu'elle ait des enfants ariens, mais à ce moment-là, il n'avait pas le temps de penser à ces choses. Hitler, à cette époque, était trop occupé à réorganiser le parti nazi pour penser à se marier. « Ma petite amie est l'Allemagne », disait-il. La preuve qu'il ne voulait officialiser sa relation avec personne est que, lors d'un de ses nombreux voyages de Munich à Berchtesgaden, Hitler est apparu pour le 17e anniversaire de Maria. À cette occasion, il lui a offert une édition de luxe reliée en cuir de Mein Combat. Elle a rendu le cadeau en lui offrant 2 oreillers sur lesquels elle avait brodé l'emblème du parti nazi. Hitler a proposé à Maria de devenir amant. Mais Mitzi n'a pas accepté. Elle voulait être bien plus que cela. Dans son délire amoureux, elle rêvait d'un mariage. Elle rêvait d'être la première dame nazie. Le Führer, déçu par son refus et craignant de plus en plus que cette mineure bafouée ne soit un obstacle à sa carrière politique, commença à prendre ses distances avec elle, et Mitzi était dévastée. Pendant ce temps, ils échangèrent des lettres, mais malgré leurs paroles, ils ne se revirent plus pendant des années. À ce stade, il y a un fait que certains historiens rapportent, mais sans beaucoup de preuves. Et Hitler était victime de chantage au sein de son propre parti à cause de sa relation avec la mineure. Selon Lothar Marthan, la partie ciblée était son chauffeur, Emil Morris, et sa petite amie Ida Arnold, qui prétendait être amie avec Mitzi et envoyait des lettres à la partie détaillant leur relation.
Il est difficile de croire qu'Hitler, avec tout le pouvoir qu'il détenait, aurait succombé au chantage. Mais, soit dit en passant, quelque temps plus tard, Émile Maurice a été démis de ses fonctions. La version officielle affirme qu'il avait des Juifs parmi ses ancêtres, mais à cette époque, Hitler vivait déjà à Munich avec sa nièce, Geli Raubal, et avait découvert une liaison entre elle et Émile. Maria Reiter, pour sa part, a essayé d'oublier Hitler. En 1930, elle épouse un hôtelier nommé Fernand Woolrich. Mais le mariage fut un désastre et un an plus tard, ils se séparèrent. Peu de temps après, selon son récit, il aurait tenté de revenir dans le cercle intime d'Hitler par l'intermédiaire de Rudolf Hess. Il a vu le Führer à Munich et ils ont passé une nuit de plaisir et de retrouvailles. Malgré les nombreuses versions sur la sexualité du leader nazi, selon elle, il était normal au lit. Hitler, qui avait déjà eu une relation clandestine avec Eva Braun, proposa qu'ils redeviennent amants, ce que la jeune femme refusa pour la deuxième fois. Pour Hitler, il était impensable d'avoir une relation avec une divorcée. En 1936, Maria Reiter se remarie, cette fois avec un officier SS nommé Georg Kübisch, qui travaillait aux côtés de Joseph Goebbels. Cependant, 2 ans plus tard, elle et Hitler se sont rencontrés à nouveau. Selon sa version, il lui aurait parlé en mal d'Eva Braun. En juin 1940, à l'âge de 32 ans, Kübisch est tué au combat lors de la bataille de Dunkerque. En guise de consolation, Hitler envoya à Maria 100 roses rouges et une invitation à le voir, qu'elle déclina. Après la chute d'Hitler et la fin de la Seconde Guerre mondiale, Maria Reiter se marie pour la 3e fois, cette fois avec un ancien officier nazi handicapé nommé Walter Ziran. Elle est décédée en 1992, est enterrée à Munich et n'a pas eu d'enfant. Selon son neveu Richard, c'est parce qu'Hitler lui a demandé de subir une hystérectomie. Encore une cruauté digne d'un monstre. L'amour final, l'histoire pathétique d'Eva Braun, la femme qui a tout donné pour épouser Hitler. Le nom d'Eva Braun est étroitement lié à celui d'Adolf Hitler. C'est l'histoire pathétique d'une jeune femme qui est tombée amoureuse du leader nazi alors qu'elle avait 17 ans et lui 40, et qui a partagé sa vie jusqu'à la fin. Sa décision n'avait même pas la qualité épique d'une héroïne ou le trait de l'amour, mais plutôt le sceau de la soumission et du délire. Elle se contenta de l'étrange façon d'aimer du Führer avec ses rebuffades, ses trahisons, sa passion indéchiffrable entre l'amour et la mort. Même Eva Braun n'avait pas la fascination de l'énigme. C'était une femme simple et déprimée dans un monde complexe qui lui était étranger, incompréhensible et mystérieux. Avec 2 tentatives d'autodestruction à son actif, il s'est rallié à Hitler à l'âge de 33 ans parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Il l'avait choisi dans sa prime jeunesse avec l'âme d'un drame adolescent et non avec le stoïcisme des Grecs. Même l'histoire lui a été infidèle. Elle a épousé Hitler la veille de son suicide et a demandé à son entourage de l'appeler Madame Hitler ou Eva Hitler. Mais l'avenir lui a joué un tour et on se souviendra toujours d'elle comme d'Eva Braun. Eva Anna Paula Braun est née à Munich le 6 février 1912. Elle était la fille d'un instituteur et la sœur cadette de Franziska et Margaret Gretel, qui suivrirent ses traces dans une alliance sentimentale avec la hiérarchie nazie. À l'âge de 9 ans, ses parents se séparent et se remarient l'année suivante pour des raisons financières, tous deux harcelés par l'économie catastrophique de la République de Weimar, où un timbre-poste coûtait 1 million de marks, et où les Allemands tapissaient leurs chambres avec ces papiers inutiles, ou les utilisaient comme combustible pour leurs poêles d'hiver. Eva a fait ses études au lycée catholique de Munich, puis à l'école commerciale des Sœurs anglaises de Simbach am Inn, en Bavière, qui est aujourd'hui un centre touristique voisin de l'Autriche. Elle n'était qu'une étudiante parmi tant d'autres, sans bonne ni mauvaise note, mais célèbre pour son talent pour l'athlétisme, une activité qu'elle n'a jamais abandonnée. À 17 ans, Eva a trouvé un emploi au studio de photographie d'Heinrich Hoffmann. Elle était la fille de course. Seulement Hoffmann
n'était pas seulement un autre photographe professionnel, mais le photographe officiel du parti nazi. Elle a eu la possibilité d'apprendre certaines des vertus de la profession et, après avoir été femme de ménage et vendeuse, elle est passée au métier de photographe. C'est dans cet atelier qu'en 1929, il rencontre Hitler. La légende raconte qu'il lui fut présenté sous le nom de Herr Wolf ou Monsieur Wolf et qu'elle ne le reconnut pas, alors même qu'Hitler préparait à l'époque sa prise de pouvoir. Il tentait de s'emparer du pouvoir par un coup d'État depuis 6 ans. Eva était blonde, avait les cheveux courts, les yeux bleus, une apparence nordique et un sourire toujours prêt. Presque un exemple de la race aryenne qu'Hitler voulait perpétuer comme dominateur mondial. Mais elle évitait l'engagement de la femme allemande envers l'idéal nazi. Elle ne voulait pas avoir d'enfants. Elle s'habillait à la mode, se maquillait, fumait et aimait les fêtes, le jazz, le champagne et les voyages. Tout cela se cachait derrière une personnalité timide. Mais à 17 ans, elle avait gagné le surnom de « la plus belle fille de Munich ». Lorsqu'il la rencontra, Hitler ne se comporta pas comme un gentleman. Malgré la différence d'âge, il avait 40 ans, et il lui proposa de la ramener chez elle dans sa Mercedes-Benz, une invitation qu'elle déclina, mais dont elle prit note, et ils commencèrent à se voir plus souvent entre 1930 et 1931. À cette époque, Hitler aurait eu une liaison avec sa nièce Geli, Raubal, jusqu'à ce que la jeune femme soit censée s'écarter. Ainsi, ce qui était une relation parallèle est devenu unilatéral. Eva Braun est devenue la partenaire officielle d'Hitler, qu'il a toujours gardé caché pour des raisons de propagande, soutenue par l'architecte de la publicité nazie, Joseph Goebbels. Selon ses plans, Hitler n'avait qu'un seul amour, une seule petite amie, une seule épouse, l'Allemagne. Eva a accepté son rôle secondaire peut-être avec joie, mais certainement avec résignation. En 1932, sa sœur cadette, Gretel, rejoint le studio du photographe Hoffmann. La relation entre Hitler et Braun était compliquée, et quand ce n'était pas le cas, l'un des deux rendait les choses difficiles. Les voyages incessants du Führer lui donnaient le sentiment d'être abandonné, mis à l'écart, oublié. Hitler n'était pas un homme démonstratif, pour le dire simplement. Il n'existe presque aucune photo montrant des gestes de tendresse entre les deux, pas même lorsqu'Eva est devenue son amante officielle. Le 10 août 1932, Eva s'est tiré une balle dans la poitrine avec le pistolet de son père. Il a raté, ou il a voulu rater. Il est plus facile de frapper dans la poitrine que de rater la cible. Cette tentative servit de signal d'alarme à Hitler. La mort de Raubal avait été dissimulée rapidement et prudemment, et il n'y avait eu qu'un soupçon de scandale. Mais une nouvelle chute, impliquant une autre des petites amies du leader, pourrait faire dérailler les aspirations d'Hitler, et seulement 5 mois plus tard, il deviendrait chancelier du Reich. Mais Hitler comprit immédiatement le message. Après la guérison d'Eva, à la fin de la même année, ils étaient officiellement amants. Lorsque Hitler vivait à Munich, ce qui n'était pas souvent le cas, ils vivaient tous les deux dans son appartement et en tant que photographe d'Hoffmann, Eva pouvait souvent voyager dans l'entourage d'Hitler. Mais elle n'était pas une fille heureuse. En 1935, il commence un journal ou en continue un autre dont il ne reste aucune trace, dans lequel il révèle son mécontentement, sa solitude, peut-être son ennui, son désespoir et, une fois de plus, son désir de s'écarter. Un extrait de ce journal dit « Il fait un temps magnifique, et moi, l'amante du plus grand homme d'Allemagne et du monde, je suis obligé de rester à la maison, à regarder par la fenêtre. Mon Dieu, si seulement il pouvait me répondre. Un seul mot, en 3 mois d'absence, il n'y a aucun espoir si seulement quelqu'un venait à mon secours. » J'exagérais. En 1935, Braun participe pour la première fois à un congrès du parti nazi à Nuremberg en tant que membre de l'équipe du photographe. À la fin de cette année-là, Eva a fait sa 2e tentative pour s'écarter du chemin. Elle a pris 25 somnifères qui ne l'ont pas tuée ou qui ont été sauvés à temps par les médecins. Hitler a encore compris le message. En août, il a offert à Eva et à sa sœur Gretel un appartement de 3 pièces à Munich.
En 1936, Eva commença à accompagner Hitler au Nid d'Aigle et possédait un appartement privé dans la chancellerie du Reich à Berlin, conçu par l'architecte Albert Speer. Jour sombre, la coexistence macabre et turbulente entre Braun et Hitler. La vie sexuelle du couple est un autre mystère dans leur relation tumultueuse. En 1943, déjà en pleine guerre, Eva se rend chez l'architecte Speer, les larmes aux yeux. Le Führer m'a dit de trouver quelqu'un d'autre, parce qu'il reconnaît qu'il n'est plus capable de servir en tant qu'homme. Eva a également vu le médecin personnel d'Hitler, Theodor Morell, qui a toujours dit que la sexualité d'Hitler était normale. Certains historiens soutiennent qu'Hitler et Eva n'ont jamais eu de relations sexuelles parce qu'elles souffraient du syndrome de Mayer, Rokitansky, Küster, Hauser, une maladie du système reproducteur qui se traduit par un canal vaginal étroit ou court rendant les rapports sexuels insupportablement douloureux, et que la jeune fille a été opérée par l'éminent gynécologue nazi, le docteur Gustav Scholten. Bien qu'étant une figure intouchable dans l'entourage d'Hitler, Eva n'est jamais entrée en politique, restant à l'écart des décisions de guerre et du progrès de l'économie allemande. Il n'a jamais été membre du parti nazi et ses intérêts comprenaient le sport, la musique et le cinéma. Ce n'est qu'en 1943, alors que le cours de la guerre tournait en faveur des Alliés, qu'Hitler imposa de sérieuses restrictions économiques à son empire en ruine, y compris une possible interdiction des cosmétiques et autres produits de luxe pour les femmes. À ce moment-là, Eva s'est approchée d'Hitler, indignée par les implications de ces mesures pour les femmes allemandes, ce qui a poussé Hitler à reculer et à ordonner un arrêt temporaire de la production de cosmétiques, au lieu d'ordonner une interdiction totale. De nombreuses images d'Hitler au Nid d'Aigle, la maison de vacances située dans les Alpes bavaroises, ont été prises par Braun, qui développait à cette époque sa passion pour la photographie et le cinéma. Elle était une première dame qui n'a jamais exercé cette fonction, car Hitler lui-même l'en a empêché. C'est seulement à Berghof qu'elle était respectée, mais pas entièrement. Le cercle intime du Führer n'a pas fait de commentaires sur Eva, mais il craignait que le moindre affront ne les conduise à la disgrâce. Elle se baignait également nue dans le lac Königssee, une manière d'honorer les principes nazis du culte du corps. Hitler détestait un peu ces pratiques, tout comme il détestait le maquillage d'Ève et son tabagisme. La fin du Reich l'a rattrapé aux côtés d'Hitler. Le 3 juin 1944, alors que les Russes faisaient déjà marcher leurs troupes vers Berlin et 3 jours avant le débarquement allié en Normandie, sa sœur Gretel épousa le général Hermann Fegelein, qui était un officier de liaison entre le cercle intime d'Hitler et le chef SS Heinrich Himmler. La cérémonie a permis à Eva Braun d'être présentée lors d'événements officiels, mais comme belle-sœur de Fegelein, et non comme première dame allemande ou épouse du Führer. Dans les derniers jours du nazisme, alors qu'Hitler vivait déjà enfermé dans son bunker de la chancellerie et que les Russes étaient entrés dans les faubourgs de Berlin, Himmler tenta de parvenir à un accord avec les Alliés. Furieux, Hitler fit fusiller Fegelein dans les jardins de la chancellerie. Ce n'était même pas une véritable exécution militaire. Il a été mitraillé dans le dos le 28 avril 1945. Hitler avait déjà décidé de s'écarter, Eva avait décidé de le suivre et les deux avaient décidé de se marier. Pour une raison quelconque, dans son testament politique, Hitler a estimé nécessaire de déclarer que la décision de mourir avec lui appartenait uniquement à Eva. Il a également défini grossièrement leur relation. Il a appelé sa secrétaire, Trodel Junge, et lui dicta « À la fin de ma vie, j'ai décidé d'épouser la femme qui, après de nombreuses années d'amitié sincère, est venue de son plein gré dans cette ville, alors qu'elle était déjà presque entièrement assiégée pour partager mon sort. Elle souhaite mourir avec moi comme épouse. Cela nous compensera pour ce que nous avons tous deux perdu à cause de mon travail au service de mon peuple. » Le lendemain, Hitler et Eva quittèrent les lieux. Avant le déjeuner, ils ont bien sûr mangé de pitoyables pâtes à la sauce tomate. Puis, vers 3 heures de l'après-midi, ils s'enfermèrent dans le bureau du Führer. Aux portes restent 2 fidèles,
l'aide de camp Linge et le jeune officier SS Otto Gunsch. Hitler ordonna de brûler son corps et celui d'Eva dans un puits du jardin de la chancellerie. Il ne voulait pas tomber entre les mains des Russes, même s'il était mort. Unité Mitford, la maîtresse britannique d'Hitler, soupçonnée par la Gestapo d'être une espionne. Unité Mitford, un jeune aristocrate britannique, a laissé un héritage controversé en devenant l'une des personnalités étrangères les plus proches d'Adolf Hitler. Sa fascination pour le leader nazi l'a amené à vivre à Munich et à entrer dans son cercle intime. De plus, il a consigné ses expériences dans un journal personnel. L'écrit, qui couvre la période de 1935 à 1939, détaille ses rencontres et ses expériences intimes, qui la place comme la petite amie du dictateur allemand. En 1933, alors qu'elle n'avait que 18 ans, Unity assista pour la première fois à un rassemblement d'Hitler à Nuremberg avec sa sœur Diana, épouse d'Oswald Mosley, chef du fascisme britannique. Cet événement marque le début de son obsession pour le Führer, au point d'élaborer un plan pour apprendre à le connaître. En 1934, il persuade ses parents, Lord et Lady Redesdale, de s'installer à Munich sous prétexte d'apprendre l'allemand. Une fois en Allemagne, Unity fréquenta pendant des mois le restaurant Osteria Bavaria, un endroit qu'Hitler visitait régulièrement. Il s'asseyait toujours au même endroit pour attirer son attention, allant même jusqu'à laisser tomber des livres ou à parler fort. Finalement, après 8 mois d'attente, le Führer remarqua sa présence et ils commencèrent à développer une relation. Le lundi 18 février de cette année-là, ils eurent l'une de leurs premières rencontres. Le Führer l'a invité à sa table et ils ont discuté pendant 2 heures. La jeune femme a écrit à propos d'Hitler. « Il parle magnifiquement. Il m'invite à lui rendre visite à Berlin si j'y vais et me complimente sur mon allemand. » Unity a non seulement réussi à se rapprocher d'Hitler, mais est également devenu un visiteur fréquent de son cercle intime. Son journal personnel relate un total de 139 rencontres avec le Führer, dont certaines privées. Au fur et à mesure que la relation progressait, elle interagissait également avec des personnalités clés du régime nazi, comme l'architecte Albert Speer. Il a noté, selon les médias, qu'aucun autre étranger n'est devenu aussi proche d'Hitler qu'Unity. Sa proximité a suscité des rumeurs sur un possible rôle d'espion britannique. Selon les déclarations de David Price, Jones dans sa biographie, une femme officier SS qui connaissait Unity a affirmé qu'Eric Widman, un membre SS et prétendant d'Unity, avait reçu l'ordre de la surveiller. Cependant, selon cette même source, Widman a rapidement développé des sentiments personnels à son égard. Sa fascination a suscité des soupçons, mais rien n'a jamais été prouvé. Pendant ce temps, elle le rencontrait de plus en plus souvent, lui et son entourage. À ce moment-là, la jeune fille était déjà follement amoureuse. Dans son journal, elle note « Le Führer arrive à 14h10 et repart à 15h15. Il me dit au revoir, il se retourne 3 fois pour me regarder, puis revient vers sa voiture, tristement, sans sourire. Je me sens misérable. Je rentre chez moi. Je m'endors en pleurant. » Au fil des mois, ils ont continué à se voir et semblaient flirter, mais de toute évidence, ils n'ont jamais développé autre chose qu'une relation platonique. En 1939, après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Unity tenta de s'échapper d'Allemagne. Apparemment, elle avait été invitée à quitter le pays et elle n'aurait pas pu supporter d'être loin d'Hitler. Bien qu'elle ait survécu, elle a subi des dommages permanents et est retournée en Angleterre, où elle a vécu en réclusion, ne revoyant jamais Hitler jusqu'à sa mort en 1948. La chambre sinistre, Leni Riefenstahl, le meilleur propagandiste du régime nazi qu'Hitler aimait. Leni Riefenstahl était considérée comme l'une des plus grandes réalisatrices de cinéma de l'histoire. Et malgré le fait qu'elle ait vécu plus de 90 ans et fasse partie de la culture universelle, elle n'a jamais cessé de porter le stigmate d'avoir exalté le nazisme dans ses films. Leni était la cinéaste personnelle d'Adolf Hitler et la réalisatrice vedette de la propagande nazie, par l'intermédiaire de Joseph Goebbels. « Je ne connaissais rien à la politique, je l'ai juste filmé », a déclaré Leni.
Riefenstahl a survécu à plusieurs reprises à la chute du nazisme pendant les 58 années où elle a tenté en vain de se débarrasser du fardeau d'avoir été la plus grande propagandiste du Troisième Reich. Pour certains historiens et critiques bienveillants qui admirent son travail, elle était naïve. Pour d'autres, elle savait très bien ce qu'elle faisait et pourquoi elle le faisait, au point de l'appeler « la putain des nazis ». Ce que personne ne conteste, c'est qu'elle était l'une des meilleures et des plus brillantes cinéastes du XXe siècle et que ses films, Le Triomphe de la volonté, 35, et Olympiade, 38, sont deux chefs-d'œuvre novateurs du cinéma, même s'il est impossible de ne pas les voir comme deux produits sophistiqués et très efficaces pour diffuser l'idéologie nazie et sa conception de la race supérieure. En ce sens, si Albert Speer était l'architecte du Reich, Riefenstahl en était sans aucun doute le cinéaste. Aucun d'entre eux, qui ont largement survécu à la chute du nazisme, n'a été reconnu coupable de crimes de guerre, mais tous deux sont restés maudits dans la mémoire internationale. Non seulement en raison de leur proximité avec Adolf Hitler, mais aussi parce que leurs œuvres cherchaient à immortaliser une dictature expansionniste qui devait durer et dominer le monde pendant 1000 ans. Les films ont valu à Riefenstahl une place privilégiée dans la géographie culturelle du régime nazi depuis avant la guerre, tandis que d'autres cinéastes de premier plan comme Fritz Lang ou Robert Wiene ont dû s'exiler, non pas pour continuer à filmer mais simplement pour sauver leur vie. Mais la vie du réalisateur préféré d'Hitler a aussi connu un avant et un après-nazisme. Hélène Bertha Amélie Riefenstahl est née à Berlin le 22 août 1902 et son enfance a été marquée par les projets différents que ses parents avaient pour elle. Lui, un homme d'affaires prospère, voulait que sa fille suive ses traces. La mère, quant à elle, a soutenu dès le début la passion que Leni, comme on l'appelait à la maison, avait pour la danse après avoir assisté à une représentation de Blanche-Neige. De 1920 à 1923, elle travaille comme secrétaire dans l'entreprise de son père, où elle apprend la dactylographie, la sténographie et la comptabilité en échange de l'autorisation de suivre des cours de peinture, de dessin et de danse. Entre 1920 et 1926, elle développe sa carrière de danseuse, qui comprend une invitation sur la principale scène allemande, le Deutsches Theater. Cependant, une blessure au genou la contraint à prendre sa retraite. Elle se tourne ensuite vers le cinéma, d'abord comme actrice, avec des rôles principaux dans 6 films tournés entre 1930 et 1933. Déjà à cette époque, elle attire l'attention par sa beauté et surtout par un talent qui semble inné. Elle a fait ses débuts de réalisatrice en 1932 avec La Lumière bleue, dans lequel elle a également joué. Le film fut un succès. Le National Board of Film Critics de New York le considéra comme l'un des meilleurs films étrangers et il remporta également la médaille d'argent au Festival du film de New York. Venise. Peu de temps après la première, un homme en pleine ascension a vu La Lumière bleue dans un cinéma berlinois. Son nom était Adolf Hitler, il était le chef du parti nazi et il était fasciné par le film. Peu de temps après, Leni et Hitler se rencontrent en personne et le futur dictateur de l'Allemagne lui dit « Une fois que nous serons au pouvoir, tu feras mes films. » Devenu chancelier du Reich et peu après maître de tous les pouvoirs en Allemagne, Hitler mit à la disposition de Riefenstahl toutes les ressources financières, techniques et humaines nécessaires à son travail. Durant ces années, des centaines de rumeurs ont hanté la vie de Leni, mais on disait surtout qu'elle était une amante d'Hitler et de Goebbels. Dans le cas du ministre de la Propagande, il était connu pour avoir un certain penchant pour les actrices. Il aurait couché avec des centaines de femmes en échange de rôles au cinéma et au théâtre. Cependant, la relation de Leni avec Goebbels n'était pas la meilleure. On dit que le ministre était jaloux du talent inné de Riefenstahl. Quant à Hitler, il est vrai qu'ils passèrent beaucoup de temps ensemble, mais le Führer, qui avait une véritable admiration pour l'artiste, ne manifesta pas le même genre d'attirance qu'il avait pour ses autres amants. Cette admiration ne s'est jamais transformée en passion ou en désir.
Il l'admirait comme un vase chinois. Elle était belle, mais elle n'avait pas sa place dans sa vie. En 1936, à la demande d'Hitler, elle filme les Jeux olympiques de Berlin, ce qui donne naissance à Olympiade, sorti en 1938. Le film de la réalisatrice est une élégie exaltée sur la beauté esthétique des corps athlétiques, identifiés à l'idéal ethnique de la race aryenne. À cette époque, la cinéaste préférée du Führer entretenait une relation étroite avec le lieutenant d'infanterie de montagne Peter Jacob, qu'elle avait introduit dans le cercle d'Hitler. Dans ses mémoires, Leni dit qu'elle ne s'était jamais sentie aussi aimée, mais la relation a pris fin brusquement peu de temps après la fin de la guerre. Après la capitulation de l'Allemagne, ses activités de propagandiste du régime ont donné lieu à de longs interrogatoires, au cours desquels elle est restée ferme sur sa position. Elle ne savait rien des camps de concentration, elle avait été naïve, mais pas complice des nazis. Dès lors, elle se tourne vers un cinéma qui l'éloigne de ce passé qui lui a valu d'abord la gloire, puis la condamnation sociale. Dans les années 1960, il se passionne pour l'histoire africaine, et plus particulièrement pour les tribus nubiennes du Soudan. Il a effectué plusieurs voyages sur le continent noir pour vivre avec eux et réaliser un travail documentaire et photographique sur leurs rituels et coutumes. Ses œuvres ultérieures n'ont pas réussi à faire oublier à la cinéaste préférée d'Hitler son passé nazi, dont l'infamie en tant que propagandiste du brutal Troisième Reich l'a hanté jusqu'à son dernier jour. Elsa Bruckmann, la gouvernante et millionnaire qui a contribué à créer le monstre antisémite. Elsa Bruckmann était une aristocrate roumaine, née en 1865 sous le nom de princesse Cantacuzène de Roumanie, fille du prince Théodore de Roumanie. Elle était mariée à l'éditeur allemand Hugo Bruckmann et tous deux étaient dévoués à Hitler, contribuant à financer sa carrière politique avant et après son coup d'État manqué de 1923. Elsa était une fervente partisane d'Hitler et, en raison de sa servilité et de la proximité qui les unissait, elle était hantée par des rumeurs selon lesquelles elle aurait eu une liaison lubrique avec l'homme politique allemand. En signe de soutien au parti nazi, Bruckmann fonda un salon de la haute société, grâce auquel il put mettre Hitler en contact avec des personnes importantes et riches, notamment des industriels qui pouvaient financer son parti. La vérité est que les Bruckmann étaient antisémites bien avant qu'Hitler n'utilise cet élément comme créateur d'identité politique. Au début du XXe siècle, Elsa Bruckmann ouvre son salon munichois le 26 janvier 1899, qui devient un lieu de rencontre important pour les personnalités influentes de la politique, des affaires, des sciences et des arts, et qu'elle dirige jusqu'à la mort de son mari en 1941. Ce jour-là, autour de coupes de champagne et des vins les plus chers, Elsa accueille ses invités avec des lectures d'ouvrages antisémites du XIXe siècle, citant des auteurs tels que Houston Stewart Chamberlain. Les réunions avaient toujours lieu le vendredi, initialement au siège de la maison d'édition Bruckmann. Parmi les invités figuraient des scientifiques tels que Norbert von Ellingrath, Rudolf Kastner, ou des chefs d'entreprise tels qu'Emil Kirdorf et des écrivains tels que Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal et Stefan George, ainsi que des membres du cercle de Georges tels qu'Alfred Schuller et Ludwig Klages. Bien qu'Elsa Bruckmann ait eu une attitude nationaliste et antisémite allemande dès son plus jeune âge, son salon était également fréquenté au cours des 2 premières décennies de son existence par des réformistes et des libéraux de gauche tels que Harry Graf Kessler et des intellectuels qui furent plus tard persécutés pour leur ascendance juive, comme Karl Wolfskehl, qui était également membre du cercle de Georges. En 1920, Bruckmann rencontre Adolf Hitler lors d'une fête au cirque Krone. Elsa avait entendu parler de cet homme politique qui promouvait l'antisémitisme, le nationalisme et le révisionnisme. Il chercha donc à établir un contact personnel avec Hitler pour des raisons politiques et l'attira bientôt dans son cercle social. Il lui rendit visite à plusieurs reprises dans la forteresse de Landsberg, où il fut emprisonné pour le putsch d'Hitler, Ludendorff. Elle écrit à propos de sa première visite.
Puis Adolf Hitler est venu me saluer dans sa courte veste bavaroise et sa veste en lin jaune, simple, naturel, gentleman et avec des yeux brillants. Bruckmann a commencé une relation enthousiaste et s'est senti appelé à soutenir l'homme beaucoup plus jeune de toutes les manières. Immédiatement après sa libération anticipée de prison, Hitler rendit visite au Bruckmann le 23 décembre 1924. Elsa l'introduisit dans son salon où, dès lors, lui et d'autres personnalités nazies telles que Rudolf Hess, Alfred Rosenberg et Baldur von Schirach donnèrent le ton. Bientôt, il devient, avec Hélène Bechstein, le plus important soutien social d'Hitler, qui lui a également fourni de précieux contacts commerciaux. Elle a temporairement pris en charge le loyer d'Hitler, lui a fourni des vêtements de soirée et des chaussures à la mode, et a tenté de lui donner une touche sociale. Par exemple, il expliquait comment manger un artichaut ou un homard ou comment embrasser la main d'une femme. Pendant un temps, elle devint la gouvernante du cérémonial et du protocole du futur Führer. Elle acheta les meubles du nouveau siège du parti nazi, inauguré en juin 1925, et fournit plus tard une partie des meubles de l'appartement représentatif d'Hitler à Munich, pour lequel les Bruckmann avaient également pris une garantie. Elle a utilisé son expérience d'écrivain pour aider Hitler à écrire le 2e volume de Mein Kampf, a mis à plusieurs reprises son palais à la disposition du leader politique et a utilisé ses nombreuses relations sociales pour gagner des membres et des partisans pour la Ligue de combat pour la culture allemande, qui cherchait à attirer les intellectuels, les artistes, les mécènes, les riches, et d'autres personnalités importantes, et surtout ceux qui avaient les poches profondes vers l'idéologie nationaliste et antisémite. Bruckmann a rejoint le parti nazi le 1er juillet 1932, mais son adhésion a été rétroactive au 1er avril 1925, avec le numéro d'adhésion 92 sur ordre d'Hitler, car elle avait demandé à rejoindre le parti en 1925, mais Hitler l'avait refusé, la considérant comme plus utile en tant que civile que d'être immédiatement identifiée au parti. Elsa et Hugo Bruckmann n'ont pas eu d'enfants. Elsa avait une relation particulièrement étroite avec le fils de sa sœur, Norbert von Hellingrath. Son neveu était un écrivain et germaniste soutenu par les mécènes de l'époque, mais il combattit dans l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale et mourut lors de la grande bataille de Verdun. On dit que la mort du garçon a déséquilibré Elsa et qu'elle a vu dans le jeune Adolf Hitler une sorte de remplaçant à son parent bien-aimé, dont elle pourrait prendre soin. Quant aux soupçons d'une liaison, il est probable qu'Elsa était amoureuse ou fascinée par Hitler, mais il ne s'est jamais intéressé à elle de manière romantique. La vérité est que le Führer a toujours aimé les femmes plus jeunes que lui. Et quand il a rencontré Bruckmann, elle avait 6 décennies d'expérience à son actif, une grande expérience pour servir comme gouvernante. Mais il n'y a aucun compte-rendu ou document qui prouve qu'ils avaient un autre type de relation. Elsa Bruckmann meurt de vieillesse à l'âge de 81 ans en 1946, après avoir vu son Golden Boy antisémite échouer lamentablement. La triste histoire d'Inga Ley, l'amour platonique d'Hitler. Inga Ley, née Inga Ursula Spilker à Breslau, en Allemagne impériale, le 8 mars 1916, était une mezzo-soprano et l'épouse de Robert Ley, un éminent dirigeant syndical de l'Allemagne nazie d'avant-guerre. En 1935, à l'âge de 19 ans, alors qu'elle se produit au Friedrichstadtpalast, Inga rencontre le leader nazi Robert Ley, de 26 ans son aîné, proche du cercle intime d'Adolf Hitler, et responsable du projet La Force par la Joie, une organisation politique nazie qui a existé entre 1933 et 1945, dédiée à la tâche de structurer, de surveiller et de normaliser le temps libre de la population allemande dans l'Allemagne nazie. À cette époque, Inga était une jeune femme qui se distinguait par sa taille, sa grâce et son charisme, l'idéal de la femme aryenne, et qui était également d'une beauté remarquable qui impressionna même Hitler. En 1937, Inga accompagna Ley lors d'une croisière touristique en Italie et ils officialisèrent leur cours. Ils se marient le 20 août 1938
et leur lune de miel a lieu sur le paquebot KS Robert Ley en mars 1939. Adolf Hitler, proche du couple, est présent à bord. Robert Ley était un alcoolique violent en privé et Inga Ley se réfugiait souvent au Berghof, la maison de vacances d'Hitler à Obersalzberg, dont elle était une visiteuse fréquente. Inga Ley a développé une grande admiration pour Adolf Hitler, et la vérité est que le sentiment était réciproque, ce qui a conduit plusieurs historiens à émettre l'hypothèse qu'ils ont tous deux développé un amour platonique mutuel. En 1940, Hitler donna au Leys l'équivalent d'une petite fortune d'1 million de Reichsmark pour développer une ferme à Gut-Rotland, Waldbröl. Ce don comprenait également du personnel pour couvrir leurs besoins. Hitler leur rendait visite au moins 2 fois par semaine et passait beaucoup de temps avec Inga, qui avait 24 ans à l'époque. À partir de 1940, la santé d'Inga Ley décline en raison d'une récidive d'une maladie très douloureuse qui la rend accro à la morphine. En mars 1941, alors qu'elle était enceinte de 6 mois, elle voyageait en calèche près d'une voie ferrée lorsque les chevaux furent effrayés par le sifflet d'un train, projetant sa passagère à terre et provoquant un choc terrible qui conduisit à la naissance prématurée de sa fille, qu'elle nomma Gloria. Les médecins l'ont traitée avec de la morphine, créant une dépendance absolue aux médicaments. En mai 1942, elle fut admise dans un sanatorium de San Remo mais ne put se rétablir. Cette dépendance l'a rendue très dépendante émotionnellement de son mari et elle a souffert de dépressions fréquentes et de hauts et de bas émotionnels. À la ferme de Gut-Rotland a fait appel à des travailleurs esclaves russes à la mi-1942 et en guise de légitime défense, chaque employé de confiance a reçu un revolver à utiliser en cas d'agression. Inga a également reçu une arme. Lorsque la guerre éclata, le Führer, son plus proche confident et ancien amour platonique, ne lui rendit plus visite et ils n'échangèrent plus de lettres. Hitler n'était qu'une histoire sortant de la bouche de son mari violent, lui rappelant qu'elle n'avait plus rien d'autre au monde, pas même un ami sur qui compter. Le 29 décembre 1942, Robert Ley devait se rendre à Berlin, au quartier général d'Hitler. Apparemment, elle ne supportait pas d'être loin de son mari, alors qu'il monta dans sa chambre et en un éclair s'écarta, mourant sur le coup. Reinhard Müller, l'amant d'Hitler traqué par la Gestapo qui aurait pu renverser le Führer. Reinhard Müller est née à Munich le 26 avril 1906. Elle est devenue actrice et a fait plusieurs films entre les deux guerres, principalement dans le style de genre, bien qu'avec une plus grande présence de propagande nazie vers 1933. Müller a rencontré Adolf Hitler lors du tournage d'un film près de la côte danoise, à l'automne 1932. Le Führer a assisté au tournage toute la journée et le soir, il a visité la maison où elle séjournait. Plus tard, elle écrira à propos de cette rencontre qu'Hitler restait assis là, immobile, à me regarder tout le temps, puis il me prenait la main et me regardait encore. Il parlait tout le temps, rien que des bêtises. Le Führer n'a pas fait une bonne première impression. Après cela, Hitler organisa de fréquentes rencontres avec elle. Chaque fois qu'il la voyait, il lui apportait des objets luxueux. Hitler avait décidé de la conquérir, et parmi les bijoux qu'il lui avait offerts se trouvait un bracelet en diamant, plus précieux que tous les cadeaux qu'il avait offerts à Geli, Mitzi et Eva Braun. Mais au-delà du luxe, la jeune actrice était réticente à s'engager avec le Führer. Apparemment, ses demandes étaient très désagréables. Un soir, autour d'un verre à la chancellerie, Hitler commença à détailler les méthodes de torture de la Gestapo, les comparant aux techniques médiévales. Selon l'actrice, après qu'ils se soient tous les deux déshabillés, il s'est allongé sur le sol, la suppliant de le frapper et de lui donner des coups de pied. Elle refusa, mais il continua à s'insulter, disant qu'il était son esclave, indigne d'être dans la même pièce qu'elle. Finalement, cédant, elle commença à lui donner des coups de pied, à l'insulter avec des mots obscènes et à le battre avec son fouet. De plus en plus excité, Hitler commença à se masturber. Après son orgasme, elle leur a doucement suggéré de s'habiller tous les deux. Ils ont bu un verre de vin ensemble et ont continué à discuter de choses insignifiantes. Finalement, il se leva, lui baisa la main
la remercia pour cette agréable soirée et appela un serviteur pour l'escorter dehors. Dans le cadre de ses privilèges d'amante du Führer, Renate Müller obtint d'Adolf Hitler la permission de se rendre à Londres. On a prétendu qu'elle avait été surveillée par la Gestapo pendant son séjour là-bas et après avoir passé beaucoup de temps avec un ancien amant juif, Frank Deutsch, elle a découvert, à son retour en Allemagne, qu'elle avait été mise sur liste noire. Elle a également entendu des rumeurs suggérant qu'elle serait jugée pour diffamation raciale. Ses amis affirment que sous cette pression, elle est devenue accro à la morphine. Sa carrière étant en ruine, elle devient une jeune toxicomane et est envoyée dans un sanatorium. En 1936, elle fut partiellement libérée et fit une demande officielle pour rencontrer Hitler, mais l'autorisation lui fut refusée, de sorte que la jeune fille retourna volontairement au sanatorium. Le 1er octobre 1937, Renate Müller regardait par la fenêtre lorsqu'une voiture s'arrêta devant le sanatorium et que 4 officiers SS en sortirent. Paniquée, elle sauta par la fenêtre et mourut à l'âge de 30 ans. Si elle avait survécu, elle aurait pu être dangereuse pour Hitler, tout comme Geli. L'un ou l'autre aurait pu lui faire du mal en révélant la vérité sur ses habitudes sexuelles. En 1937, lorsque sa mort fut rapportée dans la presse allemande, celle-ci ne révéla pas qu'Hitler la connaissait ou qu'elle était décédée. Hitler n'a pas assisté à la crémation, mais Goebbels a envoyé une couronne.